On a tous connu ces moments, ces périodes où on a l'impression que rien ne va. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un cadre de pensée inspiré par les idées d'Alex Hormozy pour non seulement traverser ces tempêtes, mais pour en sortir plus fort. C'est une sorte de boîte à outils pour la résilience. Allez, on plonge dedans. Tout part de cette idée centrale. Arriver à garder un bon état d'esprit quand tout va mal, ce n'est pas un don du ciel, c'est une compétence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une compétence, ça se travaille, ça se renforce. Le but, c'est pas du tout de nier les problèmes, mais de choisir activement la manière dont on va y réagir. Alors, pour que tout ça soit bien concret, on va décomposer cette compétence en 4 grands piliers, et vous allez voir, ensemble, ils forment un système vraiment solide pour construire une résilience à toute épreuve. On commence par la base, la pierre angulaire de tout le système, notre capacité à changer notre regard sur la réalité, à la recadrer. C'est vraiment la compétence clé qui va débloquer tout le reste. La première chose à faire, c'est d'accepter que les mauvais jours, c'est normal. En fait, c'est juste une question de maths. C'est tout bête. Pour qu'il y ait un top 10% de journées vraiment géniales, il faut forcément qu'il y ait un dernier 10% de journées, difficiles. Le simple fait d'accepter ça, ça enlève déjà beaucoup de poids. Un mauvais jour, ce n'est pas un bug dans le système, ça fait partie du jeu. Et c'est là que le vrai pouvoir entre en scène, le recadrage. Il s'agit de se poser des questions qui changent complètement l'histoire qu'on se raconte. Ce n'est plus un échec, c'est un point de départ. Cette épreuve, ce n'est plus une fin en soi, mais ça devient le chapitre 1, le chapitre fondateur d'une réussite future. La fameuse origin story, comme on dit. Et rien n'illustre mieux ce pouvoir que cette phrase incroyable de Viktor Frankl qu'il a écrite en se basant sur son expérience dans les camps de concentration. Ça nous rappelle que le sens, notre pourquoi, c'est l'outil de recadrage le plus puissant qui soit. Il peut transformer la souffrance en un chemin qui mène vers quelque chose de plus grand. Alors concrètement, comment on applique ça au jour le jour ? En se concentrant sur des victoires simples, des choses qu'on peut contrôler. Même au milieu d'une période compliquée, on peut fabriquer une bonne journée. La formule peut être aussi simple que ça. Des actions concrètes qui nous donnent un sentiment de bien-être, de contrôle et qui sont totalement indépendantes du chaos extérieur. On passe maintenant à la deuxième grande idée. Et attention, celle-là, elle est puissante. Il s'agit de changer complètement notre relation à la douleur. Ne plus la voir comme une souffrance à éviter, mais comme le prix à payer pour grandir, pour se forger un caractère. Là, il y a un choix fondamental à faire. La vérité, c'est que la facilité, ça ne forge absolument rien. La force, le courage, la sagesse, toutes ces qualités ne naissent que dans l'épreuve, dans la difficulté. Du coup, les moments difficiles ne sont pas un obstacle à une bonne vie. Ils en sont l'ingrédient principal. Il y a une vieille parabole qui illustre ça à la perfection. Imaginez quelqu'un qui prie pour être courageux. Le Créateur ne lui envoie pas un sentiment de courage tout fait. Non, il lui envoie des monstres terrifiants à affronter. Pourquoi ? Parce que le courage, ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit, c'est un muscle qu'on développe en faisant face à la peur. Et la parabole continue. La même personne demande ensuite la sagesse. Et en réponse, qu'est-ce qu'elle reçoit ? Pas des livres de philosophie, mais des échecs cuisants. Des échecs qui lui brisent le moral. Parce que la sagesse, la vraie, elle ne s'apprend pas dans les livres. Elle s'acquiert en se relevant de ses erreurs. Chaque échec est une leçon. Et son prix, c'est la douleur. Et voilà la conclusion de cette histoire. Une bonne vie, ça ne se mesure pas au confort ou à l'absence de problèmes. Ça se mesure à la personne qu'on devient à travers les épreuves. Le but du jeu, ce n'est pas d'éviter les coups. C'est de devenir la personne capable de les encaisser et d'en sortir grandi. On enchaîne avec la troisième idée, qui transforme l'endurance en une véritable stratégie. Ici, il ne s'agit plus seulement de survivre, mais de se servir de sa capacité à tenir pour se démarquer. Ce chiffre, il dit tout. Le succès, c'est souvent moins une question de génie que de pure et simple persévérance. Le simple fait de continuer là où 99% des gens jettent l'éponge, ça nous place dans une catégorie à part. C'est presque un avantage déloyal. La stratégie la plus simple au fond, c'est de ne pas s'arrêter. D'accord, mais pour endurer, il faut d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Clarifions 2 états qui nous bloquent souvent. La tristesse, c'est quand on a l'impression d'être coincé, de n'avoir aucune option, c'est le désespoir. L'anxiété, au contraire, c'est quand on a trop d'options et qu'on est paralysé, incapable de choisir. Donc la solution à la tristesse, c'est de trouver ne serait-ce qu'une seule option. Et la solution à l'anxiété, c'est de prendre une décision, n'importe laquelle, et d'avancer. Et pour se mettre en mouvement, il y a ce mantra génial. N'attendez pas d'avoir la motivation ou d'être de bonne humeur pour agir. Faites les choses. Le plan d'abord, l'action ensuite. L'humeur, elle, finira par suivre. C'est une règle toute simple, mais incroyablement efficace pour sortir de l'inertie. Tout ça, ça nous amène à une définition très concrète, très pragmatique de la résilience. Ce n'est pas une émotion, c'est une mesure de vitesse. C'est le temps que met notre comportement à revenir à la normale après un choc.
plus ce temps est court, plus on est résilient. C'est un indicateur super pratique et observable. On arrive au dernier outil de notre cadre, l'art de prendre du recul. C'est une technique mentale pour diminuer le poids émotionnel de nos problèmes et les rendre beaucoup plus gérables. Et pour ça, voici 3 filtres mentaux très efficaces. Le premier, le vétéran. On s'imagine que ce problème, on l'a déjà affronté 1000 fois. La panique disparaît, c'est juste de la routine. Le deuxième, le cosmique. On visualise la Terre, juste une petite bibelot perdue dans l'immensité de l'univers. Notre problème devient tout de suite minuscule. Et enfin, le grand-père. On se demande ce que notre version de nous-mêmes à 85 ans penserait de ce souci. La plupart du temps, la réponse est « franchement, ce n'était pas si grave ». Cette parabole bouddhiste résume parfaitement cette idée de choix. La première flèche, c'est l'événement douloureux lui-même. On ne peut pas l'éviter, elle nous douche. Mais la deuxième flèche, c'est la souffrance qu'on s'inflige en plus par notre réaction, nos pensées, notre rumination. Et cette deuxième flèche, elle est facultative. On a le choix de ne pas se la tirer soi-même. Et pour finir, on va rassembler tous ces outils sous un dernier grand recadrage, le plus puissant de tous, l'idée que notre vie est une histoire. Une histoire dont on est à la fois le personnage et le narrateur. C'est ça, notre pouvoir ultime. On est les seuls à vivre notre histoire de l'intérieur. Et ça nous donne le droit exclusif d'interpréter chaque événement, de transformer chaque épreuve en un chapitre crucial de notre propre épopée. Alors autant en faire une histoire qui vaut la peine d'être racontée. La question finale est donc celle-ci. Face aux difficultés, qui sont inévitables, la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est l'histoire qu'on choisit de se raconter. Et c'est ce choix qui, au bout du compte, définit non seulement notre expérience du monde, mais aussi la personne que l'on devient.